bonjour. Encore un sujet logique aujourd'hui. Doit-il passer à la pharmacie pour acheter de l'aspirine? Ah, j'espère bien que non, hein. On va essayer de rendre ça digeste, promis. Parfait alors. Voyons aujourd'hui ce qu'est la philosophie de la logique. On va s'appuyer notamment sur Hilary Putnam, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu les enjeux et surtout ce grand débat sur l'existence de ces fameuses entités abstraites, les classes, les nombres, tout ça. Est-ce que ça existe vraiment? Accrochez-vous, on explore les fondations de la raison elle-même. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, la logique, qu'est-ce que c'est au juste? Justement, Putnam souligne que ça évolue. Mais certains schémas, certaines inférences semblent immuables. Le classique, tous les S sont M, tous les M sont P, donc tous les S sont P. Oui, mais attention, même ce truc qui paraît évident, son interprétation a radicalement changé. Avant, on voyait ça comme une loi de la pensée, presque psychologique, Ah oui? et aujourd'hui, Aujourd'hui, on l'interprète en termes de classe, d'ensemble. C'est la transitivité de l'inclusion. La classe S est incluse dans M, qui est incluse dans P, donc S est incluse dans P. C'est plus mathématique, quoi. d'accord. Et ça touche même les bases comme X est identique à X. Tout à fait. La loi d'identité, ou le tir exclu, P ou non P. Ça semble simple, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi l'identité? Ce P, ça représente quoi au juste? Un énoncé? Une proposition? C'est là que les débats philosophiques commencent. Donc, on est d'accord sur des exemples précis d'inférence, mais dès qu'on veut des principes généraux, Ça se complique pour trouver un consensus universel. Et c'est ça qui nous mène au cœur du problème que Putnam explore. Le débat entre nominalisme et réalisme. Le fameux débat. Est-ce que ces trucs abstraits, les classes, les nombres, existent vraiment comme existent les tables et les chaises, ou est juste des façons de parler? c'est la question. Les nominalistes disent non, ça n'existe pas en soi. Ce sont des outils, des mots. Du coup, ils doivent essayer de réécrire la logique sans parler de classe ou d'ensemble. Et comment ils font ça? Ils essayent de dire qu'une inférence est valide si elle donne un énoncé vrai, peu importe les mots appropriés qu'on met dedans. Mais Putnam dit attendez, Oui, qu'est-ce qui coince? qu'est-ce qu'un mot approprié? Et si on doit parler de tous les mots possibles, est-ce qu'on ne réintroduit pas de l'abstrait par la fenêtre? C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Hmm, d'accord. Et définir la validité par rapport à un langage formel, ça ne marche pas non plus? Ça pose d'autres soucis. On a vite besoin de parler de vérité dans ce langage, ou de toutes les interprétations possibles. Et hop, on retombe sur des notions abstraites. Du coup, la conclusion de Putnam, c'est que C'est que pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à se passer de faire référence aux classes, aux ensembles. C'est indispensable. et pas seulement en logique pure, si j'ai bien compris. Non, en physique aussi. La physique moderne utilise des vecteurs, des espaces de Hilbert, des objets mathématiques abstraits. Donc, dit Putnam, c'est plutôt aux nominalistes de prouver qu'on peut faire autrement. Le fardeau de la preuve est sur eux. Intéressant. Il ajoute même que la logique de base, Oui, la théorie de la quantification du premier ordre, celle qu'on apprend au début, même elle, dès qu'on dit qu'un schéma est valide, c'est-à-dire vrai pour toutes les interprétations, toutes les propriétés possibles, on fait implicitement référence à une totalité de propriétés. Donc on est déjà dans le second ordre, on parle de collection. ça brouille vraiment la frontière entre logique et maths. D'ailleurs, Frege et Russell, eux, mettaient la théorie des ensembles dans la logique, non? Tout à fait. Pour eux, c'était une seule et même chose au fond. Et pour Putnam, le débat ontologique qu'est-ce qui existe concerne les deux. Et c'est là qu'arrive l'argument de l'indispensabilité pour la science. Exactement. C'est un argument très fort. Putnam prend l'exemple de la loi de la gravitation de Newton. F égale G, M, D au quart. Oui, une loi physique classique. Eh bien, pour la formuler et l'utiliser, on parle de force, de masse, de distance, mesurée par des nombres réels. On utilise le concept de fonction. Et tout ça, ça repose sur la théorie des ensembles, ou quelque chose d'équivalent. Rien que pour dire qu'on peut mesurer une distance, lui assigner un nombre réel, il faut pouvoir parler de fonction, donc d'ensemble. Donc la science semble exiger ces entités abstraites. C'est ce que l'argument suggère fortement. Mais la question devient lesquelles exactement? Et avec quelle puissance? C'est là qu'intervient la distinction entre prédicatif et imprédicatif. Oui, en gros, la théorie prédicative des ensembles est plus restrictive. Elle construit les ensembles pas à pas, en évitant certaines définitions qui se réfèrent à la totalité dont l'objet défini fait partie. Ça évite des paradoxes, mais c'est moins puissant. Et l'imprédicatif. Elle autorise ces définitions circulaires.
C'est beaucoup plus puissant, ça permet de fonder l'analyse mathématique, les nombres réels tels qu'on les utilise, mais c'est là que des paradoxes comme celui de Russell peuvent apparaître. Il y a un compromis en quelque sorte. Et la physique, elle a besoin de quoi? C'est ça qui est fascinant. La physique semble avoir besoin de la puissance de l'imprédicatif pour bien fonctionner, tout comme la logique et les maths elles-mêmes. On pourrait peut-être s'en passer avec la théorie prédicative, mais ce serait Hmm. compliqué et moins naturel. Bon, alors, cet argument d'indispensabilité inspiré de Queen, pourquoi c'est si convaincant pour Putnam? L'idée de base est simple. Si nos meilleures théories scientifiques, celles qui marchent le mieux pour expliquer et prédire le monde, ont besoin de postuler et d'utiliser des entités mathématiques, Alors on devrait accepter que ces entités existent, au même titre qu'on accepte l'existence des électrons ou des champs gravitationnels postulés par ces mêmes théories. c'est ça. On ne peut pas juste dire « Ah bah les prédictions sont justes, mais les entités c'est juste une fiction utile ». Pourquoi croire à la méthode scientifique pour les résultats, mais pas pour les ingrédients qu'elle utilise? Putnam réfute les objections habituelles, c'est ça? Oui, comme dire qu'il existe des nombres, ça n'a pas de sens. Oui, il dit que ce n'est pas une phrase mal formée, ou que c'est vrai juste par convention. Mais même pour formuler le conventionnalisme, il faut de la logique, de l'implication. Et l'idée de la fiction utile, Il demande sur quelle base on décide ce qui est une fiction et ce qui est réel, si ce n'est la méthode scientifique elle-même. Le fictionnaliste doit proposer une meilleure méthode, ce qu'il ne fait pas. donc les raisons d'accepter une théorie scientifiquement, sont aussi des raisons de la croire vraie, y compris sur ce qu'elle dit exister. Du moins comme notre meilleure approximation de la vérité, pour le moment. Voilà l'idée. Donc, en explorant la philosophie de la logique, on voit ces liens très forts avec les maths, et le rôle crucial des maths dans notre compréhension du monde physique. Tout à fait. Et cette nécessité apparente des ensembles, des nombres, ça soulève des questions profondes sur ce qui existe réellement et sur comment on fonde nos connaissances. Pour finir, une petite pensée provocatrice suggérée par Putnam. Si la logique dépend d'hypothèses sur ce qui existe, comme les ensembles, Mhm. est-ce qu'elle pourrait être un peu comme la géométrie euclidienne qui a été challengée par la physique moderne, révisée un jour à cause de découvertes empiriques? Ah, voilà une question vertigineuse. Est-ce que la logique elle-même est empirique? Ça laisse matière à réflexion. Absolument. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.